Au risque de vous décevoir, un pilote de Formule 1, c'est sourd et c'est muet à la base. C'est un animal un peu bizarre, rapide, et avec qui il est difficile de communiquer. Alors comment faire pour parler leur langue et communiquer avec eux? Aujourd'hui, on voit l'ensemble des signalétiques visuelles que les pilotes doivent scrupuleusement respecter pour faire la course en toute sécurité. Un pilote est sourd et muet et je ne plaisante pas. Enlevez-lui le gadget fort utile de la radio avec son ingénieur et il sera coupé du monde. Il ne vous entendra pas et même s'il voulait vous répondre, vous ne l'entendriez pas. Premièrement parce que il passe une fois toutes les minutes, ou un peu plus, pleine balle devant vous. Et deuxièmement parce que lorsqu'il passe, on perd quelques petits points d'audition quand même. Du moins ça c'était du temps des moteurs atmosphériques. Aujourd'hui, ça fait quand même un petit peu moins mal. Rien ne sert donc de se briser les cordes vocales, c'est peine perdue. Mais essayez si vous voulez, du moins vous parviendrez peut-être avec l'aide de d'autres milliers de spectateurs en tribune à vous faire entendre. Mais si on doit passer par des milliers de personnes à chaque fois pour lui dire de ralentir à cause d'un incident plus loin, bonjour la logistique. Le pilote n'a donc en sa position pour communiquer que ses yeux. Et même là, c'est pas simple. Je dirais pas que le pilote est aveugle, mais il est borgne. En fait, son regard se concentre là où il veut emmener la voiture et se fiche complètement des autres éléments de son environnement. Et parfois, il ne voit même pas les autres pilotes sur la piste avec lui. Et comme rouler à 300 km/h, c'est pas la manière la plus naturelle pour un être humain de se déplacer, pour le bien de tout le monde, ce serait pas mal de pouvoir communiquer s'il y a un problème. Et pour ce faire, on utilise donc des signaux visuels que l'on agite pour obliger le pilote à poser son regard dessus. Depuis des décennies de pratique du sport auto, on a vite compris cela et on a mis au point un système de drapeau où le pilote sait instantanément ce qu'il va se passer devant lui et comment il est amené à réagir. Tout ce que je vais vous décrire, c'est surtout pour la Formule 1, mais c'est valable aussi pour les autres catégories du sport auto mondial, à quelques variantes près. C'est ce qui est inscrit dans le règlement sportif de la FIA pour toutes les compétitions sur circuit. Allez, on commence. Le drapeau vert. Contrairement aux idées reçues, le drapeau vert ne veut pas dire partez, go, etc. Le drapeau vert agité indique le début d'une séance d'essai ou du tour de chauffe, pas de la course. En Formule 1, les feux s'éteignent, mais on n'agite pas le drapeau vert pour le départ de la course. Le drapeau vert indique aussi que la piste est dégagée et praticable dans des conditions normales. C'est pour cela qu'on agite un drapeau vert après une zone d'un incident pour signifier au pilote que la piste est bien dégagée devant lui. Le drapeau jaune, justement, un seul drapeau jaune agité demande au pilote de réduire sa vitesse, qu'il a interdiction de dépasser car il y a un danger sur le bord ou sur une partie de la piste. Une voiture arrêtée sur l'herbe à côté du rail par exemple. Deux drapeaux jaunes agités ordonnent au pilote de réduire considérablement sa vitesse. Il a toujours interdiction de dépasser bien évidemment et doit être prêt à s'arrêter. Il y a un danger qui obstrue partiellement ou totalement la piste et on peut aussi avoir la présence de commissaires. Par exemple, une voiture a tapé un peu violemment et est revenue sur la piste avec le choc. Il y a des débris un peu partout et on a potentiellement un ou plusieurs commissaires qui interviennent sur les lieux de l'incident. On agite les drapeaux jaunes en amont de la zone de l'incident pour prévenir ce qui arrive, c'est plutôt logique. Je précise que les commissaires n'ont pas le droit d'aller sur la piste tant que la direction de course et leur chef de poste ne les y ont pas autorisés. Évidemment, le bon sens prend le dessus parfois, tel que dans le cas de l'accident de Romain Grosjean, où toutes les voitures étaient déjà passées et où on a une voiture totalement en feu. Donc bon, ça tombe sous le sens qu'on va pas t'envoyer un fax et te demander un test PCR pour que tu puisses intervenir sur le lieu de l'incident. Ça me paraît évident. Lorsque l'incident est trop important, souvent on enclenche la procédure de safety car ou de virtual safety car, voire on agite carrément un drapeau rouge pour arrêter la séance ou la course. Le drapeau rouge, on l'agite seulement sur ordre de la direction de course. C'est un ordre que l'on transmet au commissaire et tout le monde doit l'agiter sur le circuit en même temps. On décide que l'on arrête de courir, les voitures doivent ralentir très fortement tout de suite et rentrer au stand. Les dépassements sont évidemment interdits, les pilotes doivent aussi garder en tête que la piste peut être totalement obstruée à cause d'un incident et que le circuit n'est pas praticable à grande vitesse. Là, autant vous dire que c'est un petit peu la galère. On l'agite généralement sur un gros accident où l'on sait tout de suite que la sécurité du circuit n'est plus opérationnelle, qu'il va falloir une intervention humaine pour réparer et évidemment nettoyer la piste. Bon, dans la pratique, la direction de course est souvent un peu plus précautionneuse que ce qu'indique véritablement le règlement. Tout cela afin d'assurer la pleine sécurité des pilotes et évidemment des commissaires en bord de piste.
Le drapeau blanc indique au pilote qu'un véhicule sur la piste devant lui est beaucoup plus lent. Cela peut être une voiture qui roule à 30 km/h pendant plusieurs centaines de mètres pour X ou Y raison. Voilà, par exemple un problème moteur, ça peut rentrer en compte. Le drapeau jaune rayé rouge. Alors ce drapeau, on ne l'agite pas, tout comme le drapeau blanc il me semble. Ce drapeau en fait indique au pilote qu'il y a un changement d'adhérence sur le bitume. C'est lorsque par exemple il commence à pleuvoir ou si une voiture est passée et a déposé de l'huile sur la piste. Ce drapeau, si on le présente au pilote, on doit le présenter pendant au moins 4 tours. Le drapeau bleu. Alors, contrairement à l'idée reçue, ça ne veut pas dire « gare-toi et laisse passer la voiture ». Enfin, pas tout à fait. Le drapeau bleu signifie de manière différente plus ou moins la même chose, mais cela dépend si vous êtes en course ou dans une séance d'essai. Dans tous les cas, il veut dire que vous êtes sur le point de vous faire dépasser par une voiture plus rapide, ni plus ni moins. En essai, vous êtes au ralenti dans votre in-lap ou out-lap, comme on a vu précédemment. Une voiture qui est en tour chrono arrive pleine balle derrière, donc fais gaffe, tu es sur le point de te faire dépasser par une voiture qui est donc plus rapide. En course, une voiture va te prendre un tour, regarde tes rétros, facilite le dépassement dès la première occasion. Et là, le règlement est plutôt très ambigu sur ce point. En fait, comment on définit première occasion ou faciliter le dépassement ? C'est compliqué à définir, donc du coup, ça joue un petit peu sur les choses. On utilise le drapeau bleu statique aussi en sortie des stands pour prévenir qu'une voiture rapide arrive. On a aussi recours au feu de la voie des stands pour afficher un signal bleu. Je vous le rappelle, un peu comme sur l'autoroute, vous n'avez pas la priorité quand vous rentrez sur la piste, même en course. Mais là, forcément, on va tolérer parce que y a quelque chose qui s'appelle faire la course, tout simplement. Ce drapeau bleu a fait son apparition plutôt tard dans le sport auto, en 95 en Formule 1, car avant, les pilotes devaient se débrouiller pour doubler les retardataires. Et parfois, ça a mal tourné pour certains. Nelson Piquet, alors en tête du Grand Prix d'Allemagne, s'était fait harponner par un retardataire et lui avait fait savoir sa pensée sans la voix, sans l'ouïe, mais bien visuellement et même tactilement. Le drapeau noir à disque orange. Alors, on n'a pas beaucoup l'habitude de le voir, mais cela peut arriver, comme à Charles Leclerc lors du Grand Prix du Japon en 2019. Ce drapeau en fait indique au pilote que sa propre voiture a des problèmes et qu'ils sont susceptibles d'être dangereux pour lui ou pour les autres pilotes sur la piste. On ne voit pas souvent ce drapeau pour la simple et bonne raison que soit le pilote rentre au stand de lui-même car sa voiture est un peu trop endommagée et du coup il perd du temps, soit il abandonne carrément. Mais c'est assez rare de voir en fait un pilote continuer plusieurs tours avec une voiture sur 3 roues qui menace de se disloquer à chaque instant. Là, clairement, c'est très très rare. Pour Charles Leclerc, c'était un bout de carbone de son aileron avant qui menaçait de se détacher et qui avait finalement percuté de plein fouet le halo de Lewis Hamilton qui le suivait sur la piste à ce moment-là. Le drapeau noir et blanc. Alors celui-là, on le voit rarement physiquement être agité. Il est revenu à la mode en 2019. C'est grosso modo un carton jaune pour une manœuvre antisportive, mais qui ne mérite pas une pénalité. On le signifie à l'équipe qui doit le signifier au pilote, mais généralement on l'agite pas physiquement normalement. Voilà. S'il y a une récidive, boum, la pénalité elle tombe et terminé. Enfin, last but not least, comme diraient certains, le drapeau à damier. Alors cela signifie juste simplement la fin de la séance ou de la course. Historiquement parlant, cela vient du cyclisme et de la course hippique. Il y a plusieurs histoires et on n'est pas certain de son origine véritable, mais ce qui est sûr c'est que la course auto n'est que le penchant moderne de la course à cheval. Emprunter quelques outils de ce sport, ça paraît totalement évident. Ce drapeau est uniquement agité sur la ligne droite de départ arrivée et généralement depuis la cabine du commissaire pour des raisons évidentes de sécurité. Il n'y a qu'aux 24 heures du Mans et ce n'est peut-être plus tout à fait le cas où le drapeau est agité directement sur la piste lors de l'arrivée du vainqueur. Depuis maintenant quelques années, en plus des drapeaux qui sont agités par les commissaires, on a ajouté des panneaux LED en bord de piste qui attirent encore plus l'œil du pilote et qui sont tout aussi efficaces. N'en demeure pas moins qu'ils sont présents en appui du travail des commissaires. On a ajouté aussi sur les volants des LED qui permettent d'afficher les drapeaux, surtout les drapeaux jaunes et rouges ou lorsque la voiture de sécurité entre en piste. En plus de cela, oui, l'ingénieur à la radio du pilote lui donne en temps réel l'état de la piste et le prévient là aussi le plus tôt possible, mais ce qui fait foi, ce sont bien les drapeaux agités par les commissaires en bord de piste. Toutes les définitions que je viens de vous donner pour les drapeaux et la signalétique s'appliquent pour toutes les compétitions de la FIA et plus généralement, c'est à peu près la même chose partout dans le monde. Mais évidemment, il n'y a qu'un pays qui ne fait jamais rien comme les autres, les États-Unis.
Il y a des procédures spécifiques qui émanent par exemple de la NASCAR et des courses sur ovale, comme le fait d'agiter le drapeau blanc pour annoncer le dernier tour. Bref, la liste est longue et s'applique généralement qu'au sport auto américain, mais là, c'est une autre histoire.